Bonjour à tous. Je remercie les orateurs de m'avoir demandé de vous parler de l'apport de la spirométrie à domicile, alors pas que dans la mucoviscidose, mais dans le suivi des pathologies respiratoires de manière générale. Donc, première étude que je vous ai sélectionnée, 30 ans déjà, 1990, Chest, une première étude qui montrait que la surveillance de la spirométrie à domicile pouvait permettre de dépister les accidents aigus en transplantation cœur-poumon, que sont les rejets et les infections. Donc, deuxième article de 2009 qui s'intéresse cette fois, toujours en transplantation, à la survenue de la bronchiolite oblitérante, qui est une forme de rejet chronique, et à l'observance des patients. Diapositive suivante. Donc, le design de l'étude était le suivant. 6 mois après la transplantation, les patients étaient équipés d'un spiromètre pour surveiller leur souffle à domicile tous les jours pendant 2 ans, et il y avait un suivi ultérieur de 5 années supplémentaires, donc 7 ans au total. Suivante. Juste pour vous montrer sur cette diapo qu'il y avait 25% de patients BPCO, 22% de fibrose et 21% de mucoviscidose. Suivante. Les auteurs ont classé les patients selon leur observance. Les bons observants effectuent c'est les c'est les barres noires sur la diapositive. En assuré, vous avez les patients qui sont modérément observants, c'est-à-dire qui font entre 50 et 80% de leur valeur. Et au-dessus, vous avez les non-observants qui font moins de 50%. En moyenne, sur la durée de l'étude, il y avait 0,76 mesures par jour qui ont été effectuées. Et vous voyez qu'il y a une diminution de l'observance avec le temps, les bons observants passant de 83% en début d'étude à moins de 60% en fin d'étude, avec sur la dernière année une stabilisation. Diapositive suivante. Si on regarde la survenue de la bronchite oblitérante en fonction de l'observance, vous voyez que la courbe noire, la première au-dessus, c'est la survenue de la bronchite oblitérante chez les bons observants. Et donc, il y a moins de bronchite oblitérante chez les bons observants que chez les modérés et mauvais observants. Suivante. Les auteurs, durant l'étude, ont signalé que la façon d'utiliser le spiromètre n'était pas linéaire dans le temps, avec des périodes de non-utilisation, suivies de périodes d'utilisation quotidienne. Et ils ont même noté qu'en début d'étude, il y avait des périodes d'over-observance où les patients utilisaient plusieurs fois par jour, plus que demandé, leur spiromètre. La non-observance n'impacte pas clairement la survie sur la période de 7 ans. Par contre, elle augmente clairement le risque de survenue de bronchiolite oblitérante. 69,2% des retransplantations survenaient dans le groupe non-observant, contre 30,8% dans le groupe des bons observants. C'était discuté, probablement que la non-observance à la spirométrie n'est pas toute seule responsable de la survenue de la bronchite oblitérante. Probablement que ça traduit plutôt une non-observance plus générale, plus globale, qui est, elle, responsable de la survenue de la bronchiolite. Suivante. D'autres études ont confirmé ces résultats et ont montré également que ça permettait de diagnostiquer de manière plus précoce, plusieurs mois en avant, la survenue de bronchite oblitérante. Suivante. Donc maintenant, je vais vous parler de BPCO et je vous ai sélectionné une étude médico-économique allemande qui m'a semblé intéressante sur le nombre de patients concernés. Donc, c'était à partir d'une caisse d'assurance maladie qui est l'AOK Bayern, qui regroupe 4,4 millions d'assurés. Ils ont décidé d'équiper leur corde de BPCO de spiromètre si le VMS était supérieur à 35%, et si le VMS était inférieur, il y avait en plus un saturomètre. Ils demandaient aux patients de mesurer 2 fois par semaine leur souffle, et il y avait un appel du centre si la fréquence était moindre. Il y avait en plus un questionnaire de qualité de vie de 3 questions que les patients devaient répondre, le tout pendant 1 an. Il y avait en plus un programme d'éducation thérapeutique où toutes les 2 à 3 semaines, les patients étaient appelés pour de l'éducation sur la diététique, le sport, le tabac, etc. Un algorithme calculait la probabilité d'exacerbation. Il y avait un appel du médecin s'il y avait un haut risque. Suivante. Donc, sur toute leur cohorte, il y avait environ plus de 10 000 BPCO. Et en fait, chaque patient était son témoin sur les 2 années précédentes. Donc, une fois qu'ils ont éliminé les assurés qui étaient arrivés trop récemment sur leur caisse, une fois qu'ils ont éliminé les patients qui avaient un cancer, un Parkinson, etc., il leur est resté 7047 patients dans le groupe contrôle et 651 patients qu'ils ont équipés en télémédecine. Suivante. Donc, si on regarde donc, les 2 rectangles du rouge du milieu, on note que pendant l'année de surveillance, il y a eu plus. Alors, je ne vous ai pas dit, oui, les 2 premières colonnes, c'est le groupe télémédecine, les 2 colonnes d'après, c'est le groupe contrôle, et à chaque fois, première colonne, la baseline, et deuxième colonne, l'année de suivi. Et donc, il y a eu une augmentation
de tout ce qui est soins externes, des consultations externes durant l'année pour les patients qui étaient en télémédecine. Et par contre, il y a une diminution durant cette année de tout ce qui est hospitalisation, que ce soit en pourcentage de patients hospitalisés, en jours d'hospitalisation, etc. Quand ils regardent sur le plan du coût, l'augmentation des médicaments, l'augmentation des soins externes et la diminution de l'hospitalisation, ils arrivent à une économie de 895 € par patient. Intéressant également la mortalité qui diminue avec 3,23% de décès, ce qui est statistiquement significatif. Suivante. Donc, ils ont également regardé en fonction des sous-groupes et ils ont trouvé que les patients les plus sévères, qui avaient un VMS inférieur à 50%, tiraient plus de bénéfices en termes de mortalité, de coûts et d'hospitalisation que les patients modérés. Par contre, les auteurs signalaient bien qu'il y avait des fluctuations importantes de la spirométrie et qu'ils ont eu beaucoup de fausses alertes positives sans exacerbation. Alors, ces études, elles sont intéressantes, mais il y a beaucoup de biais. La première, c'est qu'ils n'ont pas du tout comptabilisé le coût de la télémédecine et du programme d'éducation thérapeutique. Donc, il y avait probablement un coût beaucoup moindre, un gain beaucoup moindre financier. Les patients également n'étaient pas randomisés, c'était des enrôlés volontaires dans le groupe télémédecine, et puis le programme d'éducation thérapeutique, qui fait que les auteurs signalaient bien qu'il y avait une meilleure observance dans le groupe télémédecine, possiblement liée aussi à l'éducation et pas que à la surveillance de la spirométrie. Diapositive suivante. Alors, si on essaye de s'affranchir de tous ces biais et qu'on fait une revue de la littérature avec des méta-analyses, je vais sélectionner cet article. Diapositive suivante. Alors, c'est des auteurs chinois. Ils ont regardé sur les bases de données, ils ont eu 468 articles. Une fois qu'ils ont éliminé tous les sujets non pertinents, redondants, etc., ils ont finalement lu intégralement 37 articles. Et quand ils ont éliminé les articles avec les biais, ils ont retenu au final 8 articles. Diapositive suivante. Alors, vous n'allez rien pouvoir lire sur celle qui suit, mais c'est juste pour vous dire que les 4 premières études sont des études en fait asiatiques et que les 4 études ultérieures, en bas, c'est des études européennes. Suivante. Alors là, c'est pareil, c'est petit. Vous avez à gauche tous les items qu'ils ont regardés. Et donc, quand on regarde, que ce soit la mortalité, les exacerbations, les hospitalisations, les articles, les revues systématiques sont un peu en faveur d'une amélioration de ces items dans le groupe télémédecine. Par contre, il n'y a rien qui ressort du tout de manière statistiquement significative sur les méta-analyses. Ce qui ressort un peu, c'est sur les visites aux urgences. Il y a 2 méta-analyses qui atteignent la significativité, montrant qu'il y a un peu moins de visites aux urgences des patients qui sont en télémédecine. Sur la qualité de vie, il y a une méta-analyse qui montre une amélioration de la qualité de vie, mais 5 autres qui ne montrent pas de différence. Il n'y a pas de différence non plus en termes d'exercice. Donc au final, pas grand-chose qui ressort quand on s'affranchit des biais. Ensuite, c'est bon, suivante, merci. Je me suis penchée ensuite sur la fibrose. Et donc là, en fibrose, ce n'est plus le VMS qu'on regarde, mais la capacité vitale forcée. Et donc là, vous avez un premier article avec une cinquantaine de patients, âge moyen 66 ans et 90% d'hommes. Diapositive suivante. Donc vous avez sur la partie gauche des courbes individuelles de patients avec une baisse plus ou moins marquée. Et sur le diagramme du bas, vous voyez, on voit une exacerbation respiratoire de la fibrose qui a été enregistrée. À droite, donc le diagramme de haut, les auteurs ont regardé le pronostic, la survie des patients en fonction de leur baisse de la capacité vitale forcée à 3 mois. De plus de 5%, c'est la courbe rouge, et de moins de 5%, c'est la courbe en bleu. Et vous voyez clairement que la baisse de la capacité vitale forcée de plus de 5% à 3 mois est hautement significatif, enfin prédictif de la survie des patients. Le diagramme d'en dessous, c'est la même chose, mais en prenant 10% et 1 an. Diapositive suivante. Donc, un deuxième article qui s'est cette fois intéressé à la variabilité de la capacité vitale forcée. Suivante. Donc, pareil, une cinquantaine de patients, 20 fibroses pulmonaires idiopathiques et puis 27 autres. Suivante. Voilà, donc là, pareil, vous avez des courbes individuelles sur la gauche et vous voyez qu'il y a le patient du bas qui a des valeurs beaucoup plus dispersées que le patient A. Et sur la partie droite, ils ont regardé l'évolution de la fibrose par rapport à cette variabilité de la capacité vitale forcée. Ils ont noté que cette variabilité, elle était stable dans le temps,
c'est-à-dire qu'elle est identique entre les 28 premiers jours de l'étude et les 28 jours suivants, et elle est identique entre les 28 premiers jours et les 28 jours qui suivent la visite à 3 mois. Et donc, ils ont vu que les patients qui étaient stables avaient une variabilité de 4,8% en moyenne, alors que les patients qui étaient instables avaient une variabilité de 8,6% en moyenne. Suivante. Donc, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient prédire la progression de la fibrose, et ils ont trouvé un cut-off à 7,9%. Les patients qui ont une variabilité moindre que 7,9% ont 14,3% de risque d'évoluer, d'avoir une fibrose évolutive, contre 66,7% pour ceux qui ont une variabilité supérieure à 7,9%. Suivante. Dans les deux études, les auteurs signalaient que la capacité vitale forcée à domicile dans les 7 premiers jours était très superposable à la capacité vitale forcée faite en hospitalisation juste au début de l'étude. Dans cette deuxième étude que je vous ai présentée, l'observance était très bonne, puisqu'on avait 80% d'observance à 6 mois. Et les patients qui arrêtaient parce que ces mesures occasionnaient des quintes de toux qui les faisaient en fait arrêter la surveillance. Les auteurs signalaient que c'était très difficile psychologiquement pour les patients de voir leur capacité vitale forcée baisser. Ils parlent même de détresse psychologique. Ils ont suggéré pour les études ultérieures de cacher aux patients leur valeur. Néanmoins, cette mesure dans la fibrose semble pouvoir détecter précocement les patients à mauvais pronostic. Suivante. Donc, on passe maintenant à la mucoviscidose. Donc, un article fait aux États-Unis sur 14 centres de transplantation. Suivante. Donc, il y avait 135 patients à peu près dans chaque bras et l'étude était sur 52 semaines. Il était demandé aux patients de faire 2 mesures par semaine. Et les patients devaient également remplir un questionnaire de symptômes. Et donc, il y avait un appel si l'UMS chutait de plus de 10% et s'il y avait 2 sur 8 symptômes qui apparaissaient, qui étaient modifiés. Suivante. L'objectif principal était de voir le VMS à 1 an s'il y avait une différence. Et vous voyez sur le diagramme de bas qu'il n'y a aucune différence statistiquement significative du VMS à 1 an dans le groupe télémédecine par rapport au groupe de soins courants. Il y a par contre une petite différence qui apparaît au niveau du BMI avec un gain de 0,42 sur le groupe télémédecine versus 0,12 dans le groupe soins courants. Donc dans cette étude, l'observance était très mauvaise, avec 50% d'observance pour 1 transmission par semaine et 19% pour 2 transmissions par semaine, qui était ce qui était demandé aux patients. Donc ils ont eu 524 alarmes au total pour 97 patients. Et ils ont regardé l'évolution du VMS en fonction de l'observance des patients et ils n'ont trouvé aucune différence selon l'observance. Suivante. Donc, ils ont regardé comment avaient été traitées ces exacerbations. Donc, il y a eu plus de visites dans le groupe télémédecine et beaucoup plus d'antibiotiques Péros avec 67% dans le groupe télémédecine versus 43% dans le groupe soins courants. Et à l'inverse, les cures intraveineuses, c'est 32% dans le groupe télémédecine versus 52% dans le groupe soins courants. Et donc, les auteurs se demandaient si détecter tôt les exacerbations ne suffisait pas et que peut-être on sous-traitait ces exacerbations précoces en faisant beaucoup plus de cures Péros. On en a discuté un petit peu hier. En tout cas, il y a moins de retour à la valeur initiale du VMS à 2 semaines d'antibiotiques Péros, dans le groupe télémédecine. Suivante. Donc, j'ai mis un article pour les pédiatres. Est-ce que la surveillance de la du souffle à domicile permet d'avoir une meilleure observance? Donc 39 patients de 12 à 21 ans sur 1 an. Et l'observance était mesurée par le réassort des traitements, chaque patient étant son contrôle sur l'année d'avant. Suivante. Donc vous aviez en moyenne 15,8 années, 54% de femmes, de filles, 25% de BMI et un VMS à 87,5% en moyenne. Ils ont regardé les vitamines, le pulmosime, les extraits pancréatiques et le sérum salé hypertonique. Quand on regarde chaque classe médicamenteuse de manière isolée, il y a une petite tendance à une meilleure observance dans le groupe télémédecine, mais rien de statistiquement significatif. Par contre, lorsqu'on cumule toutes ces médications, et bien là, on atteint une significativité avec 0,038 pour le petit p. Ils ont aussi regardé, il n'y a pas de différence de nombre de cures par rapport à l'année précédente et pas de modification non plus du déclin du VMS. Dernier article, très rapidement, juste pour vous dire que certains ont regardé si la surveillance de la spirométrie à domicile pendant les cures intraveineuses pouvait permettre de modifier le nombre de jours de cure. Et en fait, il en ressort qu'il y a beaucoup de variabilité du VMS pendant la cure,
et que finalement 14 jours, c'est pas mal et qu'il faut plus se baser sur l'historique du patient que sur le VMS pendant la cure pour déterminer la durée de la cure. Suivante. Je vous remets. Donc pour la conclusion, il y a une grosse difficulté qui est l'observance qui s'émousse avec le temps et bien souvent, les programmes de spirométrie à domicile s'intègrent dans des programmes d'éducation thérapeutique. En transplantation pulmonaire, c'est passé en soins courants pour beaucoup de centres. Sur la BPCO, je suis très dubitative après la revue de la littérature. Peut-être ça évite des passages aux urgences. Pour la fibrose, ça semble intéressant pour déterminer les patients à mauvais pronostic à 3 mois. Et dans la mucoviscidose, je pense que ça permet de détecter précocement les exacerbations. Par contre, on a peut-être la stratégie thérapeutique à repenser pour traiter ces exacerbations précoces. Suivante. Je vous remercie de votre attention. Et si vous le souhaitez, pendant la discussion, je pourrais vous faire un petit retour de la petite expérience que nous avons à Nantes d'avoir équipé nos patients de spirobank pendant l'épidémie Covid. Je vous remercie. Merci Isabelle pour cette présentation. N'hésitez pas à mettre les questions pour Isabelle sur le chat. Nous les verrons donc à la fin de la session.